Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés au quatrième et dernier épisode consacré au burn-out. Nous allons voir aujourd'hui comment prévenir le burn-out, comment le surmonter et enfin comment gérer le retour au travail. Alors, comment prévenir le burn-out? Alors, prévenir le burn-out, ça suppose d'agir dès les premiers symptômes de surstress, en fait. Hein, rappelez-vous, le surstress, c'est la porte d'entrée dans le processus de burn-out. Donc ça suppose d'être à l'écoute de votre corps, à l'écoute des signaux faibles, ces signaux qu'il vous envoie. Donc, ça suppose de prendre soin de soi, de faire de l'activité physique, de surveiller son alimentation, de se ménager des temps de récupération, hein, de sommeil, des temps de sieste, de prendre le temps de déjeuner, hein, d'arrêter de prendre des petits déjeuners sur le pouce ou de manger en réunion ou de se faire des sandwichs avalés en 2 minutes, de faire des pauses régulièrement aussi dans sa journée de travail et puis de prendre des vacances, hein, ça c'est important, et des vraies vacances pendant lesquelles on va pouvoir vraiment décrocher. Ce qui est important aussi, je l'ai dit dans la vidéo précédente, ne pas hésiter à aller voir votre médecin traitant. Voilà, si vous avez un coup de mou, si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des douleurs digestives, hein, comme on dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça, c'est le premier, voilà, premier grand conseil, être à l'écoute du corps et des signaux faibles qu'il envoie. Deuxième élément de prévention, bah, c'est de lister ce qui vous stresse au travail et puis de déterminer ce sur quoi vous pouvez peut-être agir ou pas. Euh, donc ça peut voilà, vous aider. Alors parfois, un accompagnement là peut aussi aider, bien sûr, hein. Parfois, c'est plus compliqué aussi de faire ça seul. Et puis, le fait d'avoir un temps dédié où on va aller rencontrer un coach, un psy spécialisé dans ce domaine-là peut permettre aussi, voilà, c'est aussi un temps pour soi, en fait, pendant lequel on va pouvoir se poser, prendre du recul. Et parfois, ça peut aider. Parce que parfois, quand on est dans le vif de l'action, c'est compliqué, en fait, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vit. Donc, ce sur quoi vous pouvez agir, bien, agissez, hein, faites face, demandez de l'aide, affirmez-vous, exprimez ce qui ne vous convient pas, dites non, parlez-en à votre manager, faites preuve de réalisme et d'humilité, fixez-vous des objectifs atteignables. Voilà, l'idée, c'est ce sur quoi je peux agir, eh bien, j'essaie d'agir. Alors, parfois, on peut juste avoir de l'influence. Mais voilà, l'alerte, par exemple, le fait d'alerter sa hiérarchie, si on est voilà, dans un environnement où l'exigence de la tâche est trop important, bah, c'est déjà quelque chose. Alors peut-être ça ne change pas tout, mais au moins, on ne subit pas et on n'est pas dans l'impuissance. Si votre environnement de travail est délétère, peut-être toxique même, important aussi, voilà, d'en parler à votre DRH, au délégué du personnel, au médecin du travail. Et puis, si vraiment rien ne bouge, rien ne change, pourquoi pas, demander une mobilité ou négocier un départ. Et pour ce faire, moi, je vous invite, voilà, à prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé en droit du travail voilà, pour, bien préparer votre dossier. Heu, Si vous avez des facteurs de stress sur lesquels vous ne pouvez pas, agir, ben, voilà, il reste à peut-être relativiser. Par rapport peut-être aux enjeux, par rapport aux objectifs, peut-être de, nuancer vos pensées aussi, hein, peut-être d'essayer de, pas voir les choses en noir et blanc, positiver, enfin noir ou blanc, positiver, lâcher prise, accepter, voilà, que peut-être vous ne pourrez pas changer votre, responsable hiérarchique et d'apprendre à faire avec, voilà, son mode de management qui ne vous correspond pas forcément ou qui serait peut-être pas votre manière à vous de manager. C'est aussi apprendre à réguler ses émotions, hein, pour être peut-être un peu moins, submergé, ou un peu moins, vulnérable peut-être à celles-ci. Donc là, il existe, voilà, un certain nombre de techniques, hein, qui peuvent aider justement, à travailler sur l'effet, en fait, des facteurs stressants sur soi, que ce soit au niveau cognitif ou au niveau,
physiques, comme par exemple travailler la respiration, la méditation, la visualisation, la relaxation, la cohérence cardiaque, etc. Donc là, ce sont voilà, des techniques qui peuvent vous aider à moins souffrir en fait de certains facteurs de stress sur lesquels vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'agir, hein. Ce qui peut être important aussi, c'est de prendre du temps pour soi, euh, d'investir aussi peut-être dans d'autres secteurs que celui de votre travail, comme on dit souvent, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que si toute votre vie, je dirais, tourne autour du travail, c'est vrai que si votre travail se passe pas bien, ben voilà, c'est tout qui s'effondre en fait. Alors que si on arrive à investir aussi sa vie amoureuse, sa vie sociale, euh, sa vie familiale, etc., bah, ça peut permettre aussi de relativiser ce qu'on vit peut-être difficilement dans sa vie pro, même si je sais que ça prend beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps au travail, mais voilà, si par ailleurs on a une vie amicale, sociale, je vous dis familiale, conjugale ou autre, qui est riche et qui est épanouissante, bah, ça peut permettre, voilà, de relativiser aussi ce qu'on vit au travail. C'est aussi peut-être de renouer avec des activités plaisir, hein, des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent, qui vous connectent peut-être aussi à votre créativité. Donc ça, c'est voilà, peut-être aussi ce travail d'aller peut-être exhumer aussi des choses qui vous plaisaient, qui vous donnaient, qui vous faisaient du bien quand vous étiez plus jeune, peut-être même enfant, et puis de retrouver voilà ce chemin du plaisir. Euh, alors, quelques pistes maintenant pour surmonter le burn-out. Euh, et comme je vous le disais dans une vidéo précédente, comment gagner des petites cuillères. Une première piste, probablement, bah, c'est le sommeil, hein. On en a pas mal parlé, mais effectivement, parce que le sommeil, c'est la première source d'énergie. C'est ce qui va vraiment vous permettre de récupérer, en fait, l'énergie qui vous manque. Euh, donc, quelques conseils par rapport à ça. Bah, de rester allongé, hein, si vous êtes vraiment dans cette phase d'effondrement, 20 heures par jour s'il le faut, hein. Vous autorisez des siestes, hein, et même plusieurs siestes par jour, faire des séances de luminothérapie, ça peut faire du bien. Vous faire prescrire de la mélatonine ou de la sérotonine, hein, ça c'est à voir évidemment avec votre médecin traitant. Pour récupérer aussi un sommeil de qualité, ben, ne pas manger trop lourd le soir, pas trop d'alcool, pas trop de tabac, dormir sur le flanc droit qui est plus propice à l'endormissement parce que ça évite la compression cardiaque, prendre des tisanes calmantes, hein, tilleul, verveine, fleur d'oranger, camomille, passiflore ou mélisse. Alors évidemment, l'inconvénient de la tisane, c'est que bah, ça nous fait nous lever la nuit parce que ça donne envie de faire pipi. Donc peut-être il faut doser, voilà, pour la prendre à la fois pas trop tard non plus et peut-être pas en trop grande quantité. Ce qui peut marcher aussi assez bien, c'est d'avoir un rituel d'endormissement, c'est-à-dire un certain nombre d'étapes, voilà, qui préparent en fait votre corps et votre cerveau à ce moment où, voilà, en gros, c'est lui indiquer que, voilà, on est sur le chemin vers le sommeil, quoi, vous voyez? Donc ça peut être pas mal. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, faire un examen de conscience avant de se coucher, ce qui, euh, voilà, permet aussi peut-être d'éviter parfois de ruminer ou de gamberger. Ça peut être aussi de se visualiser en train de se lever de la bonne manière et puis de programmer son cerveau, hein, comme je disais tout à l'heure, en lui parlant. Donc ça peut aider pour une sorte de rituel voilà, vers l'endormissement. Euh, et puis vraiment d'en faire vraiment un ami, quoi. Hein, quelqu'un, voilà, comme si vous alliez accompagner votre enfant vers le sommeil, bah, et faire un peu pareil pour vous, en fait. Et donc d'avoir une sorte de dialogue interne euh, pour rendre ce moment de sommeil positif et agréable et à quel point il va vous être utile, hein, parce que parfois, quand on a du mal à s'endormir, en fait, le moment du sommeil est redouté, en fait, et donc on a le cerveau qui commence à se dire, ah, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à dormir. Donc peut-être trouver voilà une sorte de dialogue interne qui peut être apaisant. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est d'éviter les écrans, hein, couper au moins 1 heure avant de se coucher, éteindre les lumières aussi. La température de la chambre aussi, hein, bien aérer votre chambre. C'est vrai que une chambre où l'air est trop sec ou trop chaud, ça peut aussi rendre l'entrée dans le sommeil difficile.
S'il vous arrive de vous lever la nuit, je pense notamment si vous avez préparé cette fameuse tisane, euh, préparez-vous une veilleuse ou si vous avez une bonne vision de nuit, voilà, d'aller aux toilettes sans allumer la lumière parce que une lumière vive coupe aussi le sommeil, vous sort en fait de cette espèce d'état intermédiaire qui vous permet ensuite, hop, de retrouver le sommeil immédiatement. Euh, Se coucher avant minuit, c'est aussi un conseil. On dit en général, et vous l'avez sans doute observé, que le sommeil est plus réparateur avant minuit. Sachez aussi que de 22 heures à 2 heures du matin, on sécrète plus d'hormones de croissance, et ce qui permet de régénérer des tissus. Donc c'est voilà, un moment où il est important d'être au lit pour pouvoir justement bénéficier de cela. Euh, pour vous rendormir, si vous avez eu du mal après avoir été par exemple aux toilettes, du mal à vous rendormir, vous pouvez utiliser vos doigts, vous savez, comme un peigne, voilà, et passer dans vos cheveux et jusque vers la nuque, voilà, une vingtaine de fois, et ça crée une sorte de massage apaisant au niveau du cerveau et ça peut faciliter le rendormissement. Donc ça, c'était le sommeil. Vous voyez, beaucoup de choses, c'est vraiment important. Bien sûr, l'alimentation, hein, c'est important, voilà, d'éviter ou de limiter au maximum tous les produits qui peuvent fatiguer le corps, comme le sucre, l'alcool, le café, le tabac. C'est important aussi de manger et de boire à température du corps pendant quelques semaines, plutôt de manger cuit, pardon, justement, manger des légumes, des soupes et des tisanes, hein. C'est vrai que ça va aussi faire du bien, aider à reconstituer votre énergie. Le mouvement aussi, ça peut être important. Une fois le temps de récupération physique passé, voilà, ça peut être de vous remettre doucement dans le mouvement. Euh, Respirer devant une fenêtre pour avoir de l'oxygène, marcher, même quelques minutes au départ, hein. L'idée, c'est pas de se lancer dans la randonnée, voilà. Euh, Parce que ne pas bouger, ça coûte de l'énergie aussi. Donc voilà, bouger, mais doucement, hein, de prendre les choses, je dirais, de façon très, très progressive. Et puis dès que c'est possible, vous pouvez, si vous en avez la possibilité, aller dans la nature. Donc si vous êtes à la campagne, ça peut être dans des forêts. Si vous êtes en ville, ça peut être même un square, hein, ou un bois. On a quelques bois, par exemple, ici à Paris. Donc ça peut être, ça peut faire du bien aussi de se reconnecter à la nature parce qu'elle harmonise et elle recharge aussi nos batteries. Et puis on peut pratiquer, si on le souhaite, pourquoi pas du yoga, du tai chi, du qigong. On peut trouver des choses en ligne, on peut éventuellement faire appel à voilà, un cours particulier si on n'a pas trop envie de se retrouver à l'extérieur et avec un groupe. En tout cas, voilà, trouver des activités qui vous permettent petit à petit de vous remettre en mouvement. Un autre point également, bah, c'est de se remettre un peu au centre de sa vie, de prendre soin de soi. Par exemple, se programmer des massages, prendre des bains, travailler aussi tout ce qui est méditation, visualisation, relaxation. Ça peut être aussi de renouer avec des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Donc ça peut être voilà, de commencer par dresser une liste des choses, des activités qu'on aimait bien quand on était plus jeune et que peut-être on a un petit peu perdu du fait justement euh, du fait que qu'on a peut-être été dans une phase où on a beaucoup beaucoup travaillé et qu'on a peut-être un peu désinvesti justement ces temps plus personnels. Donc voilà, les activités manuelles, les activités artistiques, ça peut être quelque chose de chouette. Et puis, il y a toujours cette idée du journal de bord. Alors, je sais qu'il est décrié par certains, mais voilà, si vous, c'est quelque chose qui vous plaît, si vous aimez tenir un journal de bord, si vous aimez écrire, pourquoi pas de noter, voilà, qu'est-ce qu'elles elles ont été les plaisirs du jour, les bonnes nouvelles de la semaine. Ça peut être aussi de quoi vous êtes fier. Voilà, si aujourd'hui vous avez pu marcher peut-être un peu plus longtemps que la veille, ben voilà, de noter toutes les avancées, aussi minimes soient-elles, hein, parce que c'est une manière aussi de garder des traces en fait. Et donc ça peut être important. Euh, et puis un dernier point, pas forcément le plus important, mais important en tout cas, c'est de chercher de l'aide en fait. Peut-être d'entamer un travail personnel avec ben, un professionnel de l'accompagnement parce que les médicaments comme les antidépresseurs, c'est pas forcément le bon remède hein, pour sortir d'un burn-out, sauf bien sûr si on glisse dans la dépression et qu'on a des idées noires. Mais en fait, l'antidépresseur, parfois, il ralentit plutôt la guérison parce que le filet chimique, en fait, empêche de penser le burn-out qui, en fait, correspond à une sorte de crise de vie, en fait. Et c'est plutôt intéressant.
et plus bénéfique en fait de regarder le burn-out en face avec une forme de lucidité et d'humilité pour essayer de comprendre en fait ce qu'il veut nous dire. Donc se faire aider, ça peut être utile avec des rendez-vous réguliers. euh, Parce que quand on fait un burn-out, en fait, en plus de tout ce qui a conduit à ce burn-out en particulier, souvent tous nos problèmes antérieurs qui n'ont pas été réglés vont s'inviter en fait. Et donc ce travail personnel, il peut vous aider à comprendre bah, pourquoi vous vous êtes perdu en chemin, pourquoi vous vous êtes épuisé, pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté à temps, pourquoi vous n'avez pas perçu ou écouté les signes annonciateurs, parce qu'en général, il y en a eu beaucoup hein, quand on arrive à l'effondrement. Après quoi est-ce que vous courriez? Euh, Quels sont les secteurs de vie sur lesquels vous vous êtes épuisé? Euh, Est-ce que vous avez le sentiment d'être encore quelqu'un, même quand vous ne travaillez pas? Qu'est-ce qui était tellement important pour vous dans le travail qui fait que vous avez continué? Euh, et donc, toutes ces questions, c'est important, voilà, d'aller y chercher des réponses qui sont vos réponses, bien sûr. Et le professionnel peut vous aider à aller chercher en vous ces réponses. Et puis, ça va vous apprendre aussi à vous remettre au centre de votre vie, à vous accorder du temps, parce que vous êtes quelqu'un d'important. Donc, à restaurer aussi l'estime de vous, peut-être à réguler vos émotions, à rassurer vos peurs, à repérer vos schémas de pensée, recadrer vos croyances limitantes, à développer l'autocompassion, apprendre aussi à vous affirmer, à dire non, à poser des limites. Euh, et donc ainsi, vous allez pouvoir introduire les changements nécessaires, salutaires en fait, pour sortir du burn-out. Euh, euh, alors, bien sûr, c'est pas un chemin forcément facile, hein. Parfois, vous allez tâtonner, vous allez vous tromper, peut-être vous allez vouloir abandonner parfois. Mais ce chemin, il est difficile à entreprendre seul. Et je pense que c'est vraiment important, voilà, de se faire accompagner. Peut-être aussi pour vous amener à travailler sur votre projet professionnel, vos besoins, vos valeurs, vos aspirations, explorer ce qu'on appelle votre raison d'être ou votre ikigai. Euh, Savoir, voilà, finalement, est-ce que vous avez envie de retourner travailler dans cette entreprise à ce poste-là, ou est-ce que peut-être c'est l'occasion de reposer des choses et de s'engager dans un nouveau projet professionnel. Et dans ce cadre-là, dans ce cas-là, en tout cas, un bilan professionnel peut vous être, un bilan de compétences hein, peut vous être utile. Donc voilà, hein, toutes ces pistes sont des voies voilà, que je vous invite à explorer. Alors, la reprise du travail maintenant, ça c'est peut-être la dernière marche et la plus difficile, hein, surtout s'il y a eu de la maltraitance, hein, comme une agression ou des agressions, du harcèlement. Donc, elle doit se faire évidemment en accord avec votre médecin et ou avec la personne qui vous accompagne hein, au niveau psychologique. Idéalement, pour être prêt à reprendre le chemin du travail, il faudrait pouvoir répondre oui à différentes questions. Alors, je reprends ici, vous savez, les questions d'Anne Évrard dans son guide du burn-out. Euh, Est-ce que j'ai presque complètement rempli mon flux d'énergie? Est-ce que mon niveau d'énergie est stable et durable? Est-ce que je sens que je suis la personne la plus importante de ma vie? Est-ce que j'ai mis en place une bonne hygiène de vie? Est-ce que j'ai renoncé à être un bon petit soldat, une personne forte, etc. Enfin, vous savez, les fameux profils. Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je m'autorise à me faire plaisir? Est-ce que je n'ai plus de mal nulle part? Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'arrive à écouter les messages que m'envoie mon corps? Est-ce que je sais me reposer quand je suis fatiguée? Est-ce que quand je pense à des projets que j'aimerais entreprendre, je me sens détendue et j'ai de l'énergie pour ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de retravailler là tout de suite maintenant? Et est-ce que je me sens intimement capable de retravailler? Vous voyez, si important, voilà, hein, d'être capable de répondre oui à ces questions pour sentir qu'on est prêt, parce que reprendre trop tôt, c'est un risque de retomber et parfois de retomber, je dirais, plus bas en fait. Euh, donc retravailler, c'est pas refaire comme avant en fait, parce que sinon, si rien n'a changé, si aucun travail personnel et aucune relecture n'a été faite, vous risquez évidemment la rechute. Euh, donc, que faire? Alors, vous pouvez décider, comme je vous l'ai dit, de reprendre votre poste, mais en changeant peut-être votre façon de le vivre, en refusant certaines tâches qui ne vous incombent pas, en demandant peut-être des signes de reconnaissance. Ça peut être de reprendre votre poste et de demander des changements sur ce qui vous a conduit au burn-out, hein, par exemple un réaménagement d'horaire, demander des journées de télétravail.
Ça peut être de reprendre, mais en changeant de poste dans la même entreprise. Et puis, ça peut être aussi bah, de vous engager dans un nouveau projet, soit garder le même métier, même poste, mais dans une autre entreprise, ou carrément changer de métier, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, les conseils que je peux vous donner. Alors, bien évidemment, mon rôle, c'est aussi de vous mettre en garde par rapport à la rechute possible, parce qu'elle est, comme je vous le disais, souvent pire hein, que le premier burn-out. On écarte le risque de rechute que si les facteurs qui vous ont conduit au burn-out ont été écartés, d'où l'importance de faire ce travail sur soi, accompagné. Pendant l'année de votre reprise, il faut être évidemment vigilant à votre niveau d'énergie, d'être attentif aux anciens signes qui pourraient justement être annonciateurs d'un nouveau burn-out. Donc pour conclure, ces 4 vidéos consacrées au burn-out, je reprendrai ici les propos du docteur Leuchémia. Arrêtez-vous, parce que sinon ce serait pire après. Et si vous n'avez pas pu vous arrêter, ben, sachez que le burn-out, s'il ne vous tue pas, il vous sauve en fait. C'est-à-dire qu'il est là pour vous indiquer que il y a quelque chose à changer. Et en tout cas, si vous avez survécu au burn-out, c'est que, il y a probablement un autre chemin qui s'ouvre à vous. Et donc, il vous invite, voilà, à l'identifier et probablement à l'emprunter. Euh, pour conclure, je tenais également à dire à nouveau que, outre le livre d'Anne Évrard, je me suis inspirée de l'interview de Sandra Boré, interview qu'elle a réalisée avec le docteur Léchémia en octobre 2024. J'en profite à travers cette vidéo pour la remercier, pour te remercier, Sandra, si tu me regardes, et pour recommander vivement son site internet Effervescience, qui, comme je l'ai déjà dit, est absolument passionnant et extrêmement documenté. Pour terminer, donc en quelques mots, moi je m'appelle Mariette Strup, je suis psychologue du travail. J'interviens depuis une trentaine d'années au sein des collectifs, en formation, en coaching, en conseil. Et puis j'accompagne aussi les particuliers en coaching également, en bilan de compétences et en soutien psychologique. Vous pouvez me trouver et me contacter à travers mon mail que vous voyez noté ici. Vous avez également mon numéro de téléphone et enfin, je suis aussi sur Doctolib, donc vous pouvez prendre directement rendez-vous et je consulte à la fois en présentiel sur Paris et en distanciel. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. J'espère que ces vidéos vous auront appris des choses, que vous soyez directement concerné par le burn-out ou si quelqu'un de votre entourage est concerné. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Au revoir.